Eh bien, il est l'heure pour un peu de révolte, avec ce café littéraire intitulé Mutinerie, avec à mes côtés Perrine Lequerec et Simon Johannin. Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. Poètes et romanciers, poétesses et romancières, tous deux avec les livres dont nous allons parler, dites les révoltes oubliées, celles des filles et des garçons broyés par un système pénitentiaire, par la violence des institutions, des enfances volées et lacérées. Je vais vous présenter rapidement tous les deux ainsi que les livres, exercice pas toujours évident. Simon Johannin, depuis votre premier roman, L'été des charognes, vous alternez parution romanesque et parution poétique, avec des livres publiés chez Alia, qui est votre éditeur, qui est votre maison de cœur. Alors évidemment, il y a une exception, c'est celui-ci qui inaugure la collection Locus chez De Noël, qui est une collection littéraire qui propose aux autrices et aux auteurs d'écrire un texte sur un lieu abandonné, déserté, et de ressusciter les âmes qui l'ont peuplé. Alors, dans le fin chemin des anges, ce sont les jeunes garçons enfermés à la colonie pénitentiaire Sainte-Anne, sur l'île du Levant, en face de Hyères, dont vous ressuscitez les âmes par la voix de Louis. Louis le pur, Louis le rêveur, Louis le doux, Louis le poète. Voix qui s'insinue dans la tête de votre narrateur, Lucas, qui entend parler les morts. Bienvenue, Simon. Merci. Perrine Lequerec, comme Simon, poétesse et romancière, alors avec des textes très hybrides, toujours, qui mêlent les genres, depuis Coup de ciseaux, en passant par Le plancher, Les tondus, Rouge Puf, Warglyphe, je ne vais pas tous les citer, et j'en arrive à Mutine, paru il y a quelques mois, en février, le mois dernier, aux éditions La Contralée. 3 jeunes filles enfermées à l'école de préservation de Clermont dans l'Oise racontent, chantent peut-être leur quotidien et ce qui les a menées à cette mutinerie qui eut lieu en 1934 et où pendant quelques heures, elles se sont réappropriées leur enfance sur les toits de l'école par leur chant et par leur rire. Donc, on voit bien, il y a une mutinerie aussi chez Simon, donc elle est très bien pensée, la rencontre. Hein, ça... Mais avant qu'on parle de mutinerie et de ces jeunes gens, alors vous, la mutinerie, Simon, elle est en 1866, donc on peut se dire qu'en 60 ans d'écart, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Je voudrais savoir comment et pourquoi vous avez l'une et l'autre, décider de parler de ces lieux-là. Comment ces lieux-là vous sont arrivés à l'oreille, sous les yeux, dans le cerveau? Comment et puis vous ont suffisamment habité pour avoir envie d'en faire un texte. Simon, alors l'île du Levant, c'est une île que vous connaissez, qui a une géographie assez particulière, puisque d'un côté, il y a les touristes et les maillots de bain et le soleil, et de l'autre côté... C'est une île naturiste, il n'y a pas de maillot de bain. Naturiste, pardon. Ah, j'avais oublié. Interdit. Alors, une île naturiste. Ah ouais, vous allez sur les îles naturistes, Simon. Donc, l'île du Levant, soleil, vacancier, et de l'autre côté, terrain militaire. Oui, tout à fait. Oui, moi c'est un endroit que j'ai découvert par hasard en fait, où je suis allé faire des repérages avec un ami qui préparait un film. Et donc pour vous situer un petit peu, cette île qui est la plus au large des 3 îles d'Hyères, ce qu'on appelle les îles d'Or, donc Porquerolles, Porquerolles et donc le Levant, elle a une histoire vraiment particulière. Puisque donc pour son histoire la plus récente, en fait, elle a fait l'objet comme ça d'une copropriété, elle est le territoire d'une copropriété naturiste, dans un esprit à l'initial des frères d'Urville, donc qui sont 2 frères, fils de magnétiseurs, voilà, dans une
une approche du soin assez ésotérique et qui construisent cette colonie comme ça, un peu idéale, en face de la côte d'Azur et donc des casinos et de toute la folie comme ça du début du XXe siècle. Donc vraiment dans un esprit comme ça très proche de l'eau, très proche du soleil, beaucoup de sport, alimentation végétarienne, etc. Et de l'autre côté, depuis les années 60, maintenant, donc ça, la partie naturiste, c'est 7-8% de l'île, et le reste est une zone militaire classée secret défense où l'armée teste les guidages de ses missiles. Une cohabitation assez particulière. Et moi, donc, je m'y rends pour faire les repérages d'un film avec un ami, et donc je suis hébergé là-bas par un couple qui deviendront des amis très proches. Et sur la porte de la cuisine de cette maison, voilà, c'est des très jolies petites maisons comme ça en face de Port-Cros, enfin, c'est absolument paradisiaque. Je découvre un dessin à la main qui est un plan de couple titré Colonie pénitentiaire agricole de Sainte-Anne. Et en fait, tout de suite, ça résonne parce que je suis grand lecteur de Jean Genet, qui lui a été interné à la colonie pénitentiaire agricole de Mettray. Donc, ce sont des institutions que j'ai pu découvrir à travers son travail et que j'ai moi-même un peu, voilà, enfin, pas étudié à ce moment-là, mais sur lesquelles j'ai fait quelques recherches parce que le rapport entre l'enfance et la justice m'a toujours intéressé. Ça reste comme ça dans un coin de ma tête pendant plusieurs années. Je ne prends pas du tout en charge cette histoire tout de suite. Mais ça m'habite quand même, surtout à partir du moment où en fait, je me rends compte par des lectures que 99 enfants sur les 1000 qui ont été internés dans cette colonie pénitentiaire entre 1860 et 1878, 99 de ces 1000 enfants sont morts et enterrés sur cette île. Donc le cimetière est dans la partie militaire, c'est un cimetière auquel personne n'a accès, sauf les résidents enregistrés auprès de la base militaire qui, une fois par an, le jour de la Toussaint, peuvent se rendre au cimetière où sont aussi inhumés les habitants de l'île qui décident de se faire inhumer sur place. Donc voilà, moi j'ai pas accès à cet endroit-là et très très peu de personnes y ont accès. Ça me touche évidemment énormément de savoir qu'il y a des sépultures d'enfants dans cet endroit où je me rends en vacances, auxquelles personne ne peut rendre hommage. Et donc ça fait un petit chemin dans ma tête comme ça, je continue les recherches et là je découvre que 14 de ces 99 enfants sont morts la même nuit, donc au début octobre 1866 lors d'une mutinerie voilà, donc, que je raconte en partie dans ce livre, mais qui dans un geste comme ça particulièrement désespéré et violent amènera une petite bande voilà, de 4-5 garçons à en piéger d'autres et à mettre le feu au magasin donc où on stockait les vivres, où ils les ont enfermés. Et donc je me demande pourquoi ça s'est passé. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que des enfants si jeunes, puisque les protagonistes ont entre 12 et 17 ans, commettent un tel acte. C'est quoi le cadre en fait dans lequel ce type de tragédie est possible? Comment ça se fait que ça puisse arriver alors qu'ils sont censés être sous la surveillance permanente des adultes dans un projet de colonie pénitentiaire qui à l'époque est vendu comme, pas comme une utopie, ça serait exagéré, mais en tout cas comme une vraie solution par rapport à l'absence d'institutions spécialisées qui était le cas avant leur habilitation à partir de 1850. Donc c'est un peu ça le terrain. Il y avait vraiment ce rapport entre ce lieu comme ça, magnifique, avec des paysages incroyables. Le Levant, c'est vraiment, vous vous réveillez le matin tôt, vous avez la mer en face et les dauphins, quoi. C'est quelque chose comme ça. Enfin, vous plongez, il y a des pieuvres qui viennent vous voir. Enfin, on est là, on a l'impression qu'on alors que c'est la France métropolitaine, c'est proche de nous et on a l'impression d'avoir accès à un paysage qui serait défini comme absolument exotique et éloigné. Donc il y a cette espèce comme ça de réserve naturelle magnifique, étourdissante et en même temps il y a cette histoire qui charge cet endroit. Et c'est le rapport, la dissociation entre ces deux-là, la manière dont on vit et on consomme le territoire aujourd'hui, en ignorant la plupart du temps ce qu'il a façonné, parce que le travail de ces enfants a aussi façonné l'île, comme chaque colonie pénitentiaire agricole a façonné le territoire qui l'a environné. Et donc c'est tout ce faisceau d'informations qui m'a amené à l'écriture de ce livre. Perrine, cette école de préservation, quel joli nom. J'en avais 3 en France, hein, en tout cas pour les laïcs, enfin vraiment intitulés comme ça. Comment ça arrive à vos oreilles et pareil, comment ça mûrit pour se dire il faut que j'en fasse quelque chose de littéraire?
J'ai pas mal de mes livres qui sont consacrés à l'enfermement des femmes. Donc c'était un peu logique qu'à un moment ça arrive sur mon chemin de réflexion. Mais là où j'ai trouvé cette archive qui inaugure le livre, qui est le petit article où la mutinerie est livrée au public, c'est dans un livre publié à l'Arachnéen qui parle des écoles de préservation. Il y avait eu tout un reportage photographique réalisé par le studio Henri Manuel pour l'État dans ces écoles de préservation. Et elles n'ont servi à rien, ces photographies. Et l'Arachnéen, cette maison d'édition assez exceptionnelle, a trouvé ce fonds photographique et l'a publié, donc avec des articles qui expliquaient ce qu'étaient ces écoles de préservation. Comme tous les lieux d'enfermement pour femmes, donc là c'est pour les filles mineures, il y a très très peu d'archives. Ça reste quelque chose de totalement marginal, d'invisible ou d'invisibilisé. Donc moi, quand j'ai parcouru ce livre, déjà j'ai été stupéfaite de ce que j'apprenais. Dès le vocabulaire, école de préservation, au lieu de dire colonie pénitentiaire par exemple, ou bagne, non, pour les filles c'est une école de préservation. Alors qui est préservé, de quoi, de qui, ça m'a quand même beaucoup interpellée. Donc dès le vocabulaire, j'ai trouvé qu'il y avait quand même matière à réfléchir. Et puis j'ai poursuivi les recherches jusqu'à avoir suffisamment, ça a été assez bref finalement, à peine 1 an de recherche, puisque ces archives-là, elles sont inexistantes, pour pouvoir écrire ce livre. Et évidemment que ces 3 heures de liberté, puisqu'elles ont eu 3 heures, la mutinerie a duré 3 heures, était un sujet tout à fait passionnant, et d'autant plus dans notre société où je trouve qu'on est de plus en plus contraint et où l'autorité est en train de petit à petit nous briser. Pouvoir parler de mutinerie, c'est pas étonnant que Simon Johannin parle de ça aussi. On est plusieurs comme ça à avoir envie de liberté, même si elle dure que 3 heures. Dans le cas des écoles de préservation, elle est importante. Effectivement, vous le disiez, il y a un prolongement de votre travail. Vous aviez bossé sur les femmes tondues, les femmes battues, les différents, les invisibles. Et je ne l'ai pas dit, mais votre travail à côté, vous êtes recherchiste, ce terme québécois, comme ils savent si bien les inventer, qui a un mélange d'iconographes, d'archivistes, de documentalistes. Donc, votre matière, et votre lien aux archives, il est très fort et il est existant dans plein de livres. On va en parler des archives Simon, par contre, c'était une première, je crois, les archives. Et en même temps, sur ce fil qu'on tire, vos gamins d'été des Charognes, si ça avait été un siècle plus tôt, ils seraient allés à la colonie pénitentiaire pour vagabondage ou non? Oui, moi de toute façon après, ça fait partie des archétypes avec lesquels j'avance depuis le début de l'écriture, ces figures de jeunes garçons en construction dans un monde qui les éduque, qui leur fait à la fois subir de la violence et qui en même temps qui les pousse à la violence. Ce qui est le cas un peu de placements systémiques dans lesquels on est amené à être sociabilisé quand on est un homme dans cette société. Et il y a une histoire de ça. Et c'est vrai que ce que j'ai fait par l'été des Charognes et par Nino avant, je l'ai fait de manière comme un jaillissement, de manière beaucoup plus naïve. En tout cas, j'avais pas de recul tel que je peux en avoir aujourd'hui, et me plonger dans cette histoire-là, d'étudier ces institutions, leur fonctionnement, l'évolution du rapport entre la justice et les enfants sur les 2 derniers siècles. Ça m'a permis aussi de me resituer dans un contexte historique beaucoup plus précis. Et oui, évidemment, pour moi, il y a un continuum assez logique. Je pense que là où la littérature avant me servait plus comme un moyen de déposer certaines formes de violence en moi et d'en faire quelque chose, de les sublimer, d'en faire quelque chose de vertueux, c'est-à-dire d'en faire de la littérature, de les transcender par l'acte d'écrire. Si ça a servi à ça à un moment donné, ce livre-là, il est plus en hommage à ceux qui malheureusement n'ont pas eu en tout cas dans les mains desquels on n'a pas placé les outils de l'art, qui sont souvent un moyen comment dirais-je, de prendre un autre chemin, en tout cas de découvrir que il y a des façons vertueuses d'utiliser la rage et la violence que l'on a en soi, si on trouve les bons canaux pour les exprimer, et de le faire d'une manière qui n'est pas ni
dégradante ni violente envers les autres, mais qui est une façon de se construire et de se montrer au monde. Pour rejoindre ce que disait Perrine Lecquerec, dans une société qui non seulement nous contraint, mais et ça je trouve ça extrêmement problématique et fascisant, nous fait croire qu'il y a une séparation totale entre le bien et le mal, comme si les ressorts de nos inconscients étaient soit purs, soit malsains forcément, et que voilà, il n'y avait que les actes qui comptaient, et qu'il n'y avait pas de forme de prévention possible et de construction en tout cas des individus jusqu'à certaines formes de passage à l'acte. Donc c'est un peu tout ça, cette espèce de mélange qui m'intéresse et qui me fascine, particulièrement, c'est vrai, chez les jeunes garçons. Et dans ce contexte-là, pour remettre un petit peu de cadre historique, quand on crée ces colonies pénitentiaires en 1850, il faut savoir que tous les enfants, parce que ce sont que des mineurs, la majorité étant jusqu'à 21 ans, voilà, les garçons jusqu'à 21 ans, tous sans exception, sont condamnés puis acquittés par les tribunaux, puisque jugés sans discernement. Et là où un majeur pour un délit voilà, assez minime, un vol, un chapardage, un vagabondage, va prendre quelques mois de prison, un enfant, lui, va être placé en institution, parfois pour 4, 5, 12 ans, parfois jusqu'à la majorité. Donc vous avez des gamins qui prennent parfois des peines de 14 ans de prison pour avoir volé un saucisson. Enfin, on est dans un truc qui est complètement délirant. Et toute cette force de travail, parce que c'est une force de travail, va être placée et offerte en fait dans les mains des propriétaires de ces institutions qui sont dans une certaine partie des institutions privées. Et donc ces enfants, voilà, vont travailler, c'est pour ça qu'on les appelle des colonies agricoles, horticoles ou industrielles. Voilà, en fait, ils sont corvés à blas, merci, et c'est comme ça toute une façon aussi de créer dans une forme de mondialisation et de capitalisme naissant des esclaves, en fait, tout simplement. Perrine, vous aussi, ils sont acquittés, jugés sans discernement. Ce qui est dingue, c'est que il me semble que les colonies pénitentiaires agricoles sont fermées quelques années plus tard, et finalement, et elles étaient privées, la bienfaisance du 19e. J'ai l'impression qu'en 1934, ces écoles de préservation laïque, c'est vraiment un prolongement de cette bienfaisance du 19e et bien-pensance. Et on retrouve exactement les mêmes choses, alors qu'on les avait fermées par ailleurs. Non, les 3 écoles qui ont été ouvertes en France, elles ont été ouvertes fin 19e siècle, et elles ont toutes les 3 fermées en 1950. D'abord parce que le statut du mineur change, et ensuite parce qu'il y a eu beaucoup de suicides, et qu'à un moment ils se sont dit on va peut-être arrêter. Mais ce que décrit Simon, c'est exactement la même chose. C'était des filles qui pouvaient avoir volé une pomme. Des filles aussi, il y avait à l'époque la loi de correction paternelle qui faisait qu'un père ou un tuteur pouvait décider de placer son enfant, sa fille tout particulièrement, dans ces écoles de préservation sans aucune raison. Donc elles étaient enfermées jusqu'à leurs 21 ans, pareil, puisque la majorité c'était cet âge-là, et avec elles pour mission de coudre, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre qu'on apprenait aux filles, de coudre et de rapiécer. C'était les esclaves les moins payés de France, sachant aussi que si elles abîmaient leur uniforme ou quoi, il y avait des amendes. Donc le petit pécule qu'elles pouvaient mettre de côté était dilapidé comme ça. Voilà. Et il y avait aussi un grand contrôle sur le corps. Ce qu'il y a de particulier par rapport aux filles, c'est qu'elles sont à peine nées, déjà désignées comme dévergondées. Donc une fille qui marche le soir, par exemple, c'est une dévergondée en puissance, d'où ce nom aussi, ce vocabulaire quand même problématique d'école de préservation. On va préserver les filles d'une sexualité que, bien sûr, elles décideraient et qui serait hors norme. On va préserver la société de ce possible, de cette diablerie. C'est quelque chose qui... c'est pas étonnant que ces écoles de préservation pour les filles donc, aient été ouvertes dans d'anciens hôpitaux psychiatriques, d'anciennes prisons pour femmes. Il y a toute une architecture comme ça qui n'a pas du tout été d'ailleurs repensée quand on a décidé qu'on allait enfermer ces gamines à l'intérieur. Elles ont vécu dans des endroits absolument atroces aussi, des architectures absolument atroces, ou alors elles étaient louées aussi comme filles de ferme, avec tout ce qui a pu se passer d'atrocités dans ces endroits, sans avoir l'occasion de signer un contrat ou d'avoir leur mot à dire, en fait. Et d'avoir leur corps
corps totalement préservé. Non, leur corps, non. Et c'est vrai que les filles, on a l'impression qu'elles sont plus enfermées pour ce qu'elles sont que pour ce qu'elles ont fait. Oui, ça c'est certain, oui. Sauf que là-dessus, Simon, il joue sur le flou, puisque Louis, il est à la fois enfermé parce qu'il a volé des poires dans un champ, parce que Louis, il aime bien la nature, il aime bien les champs, il aime bien regarder, il aime bien tout ça, mais il est aussi enfermé parce qu'il a créé du désir chez le juge au moment du jugement. Donc finalement, il y a un écho là aussi, là, pour ce jeune garçon-là, finalement, il est autant enfermé pour ce qu'il est que pour ce qu'il a fait. Oui, ça c'est pareil, c'est parce que dans le contexte de l'époque, évidemment, les injonctions sont nombreuses et l'homosexualité est un délit. D'ailleurs, Louis, dans les archives que j'ai pareil, hein, les archives pour la colonie pénitentiaire de Sainte-Anne sont vraiment très restreintes. C'est 3 boîtes aux archives du département du Var. Et concernant l'identité des enfants, on a très peu de choses. On a leur nom, leur âge de naissance, leur date de décès s'ils sont morts sur l'île, ou leur date de libération, et des motifs de punition. Et donc moi je suis tombé sur un jeune Louis, avec un motif de punition qui étant pour acte de pédérastie. Alors évidemment j'ai fait un lien tout de suite avec Jean Genet et les histoires d'amour qu'il décrit dans ces contextes-là. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai beaucoup lu les reportages d'un journaliste qui s'appelle Louis Roubaud, qui est un journaliste marseillais qui a fait plusieurs livres, dont un qui est aussi bouleversant que beau, qui s'appelle Les enfants de Caïn, où il visite comme ça plusieurs colonies. Alors on est plus tard, on est au début du XXe siècle. Les colonies pénitentiaires, elles ont existé entre 1850 et 1945. Elles ont été fermées avec l'héritage de la Résistance. Et c'est là où on va passer avec, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, la première ordonnance pour les mineurs, d'un système purement répressif à un système éducationnel, où on va un petit peu comme ça glisser vers des institutions, en tout cas à visée éducationnelle sur le principe. Dans les faits, les choses, on pourrait y revenir, même dans le contemporain, sont extrêmement compliquées et malheureusement tristes. Mais voilà, donc en lisant ce Louis Roubaud, je découvre comme ça une figure que je retrouve de chez Genet, qui est la figure du giron, qui est la figure d'un garçon qui est féminin, en comparaison du marle, qui est plutôt le garçon dominant, etc. Et de comment il y a des jeux de pouvoir, de relations, d'amour, mais aussi de sévices, comme ça, qui circulent entre ces jeunes garçons. Et surtout, dans la littérature que j'ai trouvée de fiction concernant ces colonies pénitentiaires, je la trouvais assez incomplète, pour ne pas dire vieillissante ou dérangeante pour certains des livres d'entre eux, parce que où l'homosexualité y était absolument absente, où elle était décrite comme une perversion, et comme l'homosexuel du livre, c'était le pervers, c'était l'agresseur. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui était parfois profondément homophobe dans la manière dont c'était mis en scène. Et je pense que, sans jugement, c'est des livres qui datent d'autres périodes, qui ont parfois 30, 40, 50 ans. Je ne vais pas les juger à l'aune des codes moraux et de l'évolution de la société aujourd'hui, mais il me semblait que c'était vraiment le moment de réactiver cette mémoire-là, à la lumière de ce que j'avais trouvé dans les archives, et de présenter comme ça une figure d'un garçon qui est aussi, comme vous l'avez dit, jugé pour ce qu'il est, pour sa sensualité apparente, puisqu'en réalité, lui, il est innocent. C'est l'adulte qui, par son regard, va le sexualiser et va en faire comme ça un être de perversion, puisqu'il n'est pas capable de maîtriser et critiquer le désir qui naît à son contact. Voilà. Je suis perdue. Perrine, il y a une des jeunes filles, je crois que c'est Monel, qui vous le disiez tout à l'heure, les pères pouvaient décider. Et elle, c'est son frère qui la dénonce parce qu'elle sort le soir et qui pense qu'elle voit des hommes. Enfin, et c'est faux en plus. Enfin, même si c'est vrai, c'est faux. Mais en plus, personne ne vérifie rien et pouf. Il y a eu énormément de ces gamines qui ont été enfermées après une dénonciation, en fait. Il n'y avait quasiment pas de jugement, ou alors quand elles étaient jugées, elles étaient pareil, innocentes, mais quand même enfermées. Et on mélangeait il y avait des vrais criminels, et puis celles qui n'avaient rien fait. Tout ça était mélangé.
Et pour continuer sur le fil de l'homosexualité, puisque les enfants de Caïn, ça a été aussi un de mes piliers, parce qu'il a aussi visité les écoles de préservation, Louis Roubaud. Évidemment, les gamines qui sont en pleine adolescence et qui manquent tellement d'amour, dès qu'elles ont un sourire d'une de leurs compagnes, ou voilà, ça se rapproche, elles se rapprochent, et le seul amour qui peut exister, c'est entre elles au pluriel, parce que les surveillantes, ça, il n'y a pas d'amour. Donc il y a tout un code amoureux qui se développe à l'intérieur de ces écoles. Donc ça, c'est très très beau, et c'est les moments de douceur, en fait, hein, même si c'est sévèrement réprimé et que la loi du silence est absolument intransigeante. Donc les écoles de préservation, c'est les écoles laïques. À côté, et ça peut-être c'est beaucoup plus connu, c'est le Bon Pasteur. Il y en avait plus de 80 en France, et les Bons Pasteurs, donc ça c'est la version religieuse de ces endroits-là. Encore maintenant, on a des anciennes du Bon Pasteur qui essayent de se faire entendre pour dire ce qu'elles ont vécu. Encore maintenant, on ne les écoute pas. C'est vraiment, c'est comme si c'était plus normal que les femmes, les filles subissent autant d'atrocités que les garçons. Il y a quelque chose qui toujours est déséquilibré dans cette, encore actuellement, dans cette vision de notre société. J'ai vu qu'il y avait une historienne aussi qui avait sorti un livre sur les écoles de préservation là, assez récemment. C'est vrai que ça a été oublié de la mémoire. C'est Véronique Blanchard, c'est quelqu'un de très important, parce que c'est sa thèse. C'est ça. Hein. Et c'est vraiment, elle ne parle pas que des écoles de préservation, mais de tous les lieux d'enfermement des mineurs. Et c'est vraiment un livre absolument capital. Ouais. Et comment ça se fait que ces écoles de préservation, dans la mémoire collective, elles aient été complètement effacées comme ça? C'est simple, c'est des filles à l'intérieur. Enfin, vraiment, ça semble très schématique, ça semble outré de dire ça, mais c'est vraiment ça. Mais plus que finalement les institutions religieuses, on savait quand même. Et puis, oui, mais enfin, qui en parle? Oui, elles, maintenant, les anciennes pensionnaires du Bon Pasteur qui essayent d'obtenir réparation. Qui en parle? Personne. Et ça fait plus de 40 ans qu'elles se sont créées en collectif pour pouvoir dénoncer les sévices qu'elles ont subis. Sincèrement, ça n'intéresse personne. Oui, c'est vrai que juste pour rebondir sur ce qu'a dit Perrine, moi j'ai vraiment halluciné. Alors les institutions sur lesquelles j'ai travaillé, quasiment toutes les personnes qui sont passées sont décédées maintenant, ou alors sont des très vieilles personnes. Il y a quelques témoignages, mais le Bon Pasteur, il me semble que ça existait assez tard. Je ne sais plus jusqu'en quelle année, mais du coup, quand je suis tombé sur les témoignages dans une commission d'enquête parlementaire des anciennes détenues, pensionnaires, j'ai vraiment halluciné de me dire, mais en fait, ces personnes sont vivantes pour témoigner, et en fait, on n'en fait rien. Et ça, c'était vraiment d'avoir une parole vivante comme ça, et d'un tel niveau de violence subie, quoi. Et ce déni, ouais, moi, il me questionne aussi. Je trouve ça vraiment... je comprends pas. Sur les archives, vous avez il me semble, deux fonctionnements différents. Simon, vous avez intégré finalement ces histoires, du peu que vous avez pu lire dans ces archives, et puis vous retranscrivez à la fin quelques-unes de ces archives, des lettres. Perrine, vous les intégrez, il me semble, beaucoup plus dans le maillage du texte. Comment on fait ce choix-là? Vous, Simon, pour cette première avec les archives, vous sentiez pas, même si finalement elles imbibent le texte, mais pas de la même façon, vous sentiez pas de créer ce maillage total-là? C'est pas une question que je me suis posée comme ça. Alors, je reproduis. Alors comment dire, je vais reprendre par le fil. Oui, plutôt, en fait, au début, la question c'était qu'est-ce que je ne veux pas faire. Et je voulais pas faire un roman en costume, je voulais pas faire cet exercice de refaire monter un château de cartes où j'habillerais les personnages et je les ferais vivre comme à l'époque. Il fallait vraiment que je trouve un moyen de traduire l'effet que la rencontre avec cette mémoire a produit en moi. Et donc c'est pour ça qu'il me fallait un personnage contemporain, une sorte d'alter ego qui débarque sur cette île et qui lui entend les voix. En fait, il souffre d'une forme de médiumnité. Et c'est un moyen à la fois de transcrire l'état fragmentaire des archives, parce que beaucoup de choses ont brûlé dans un incendie qui a eu lieu à l'époque où elles étaient stockées à la colonie pénitentiaire.
Et donc tout est très fragmentaire, il y a beaucoup de trous, et en même temps, quand on connaît cette île, qu'on sache ou pas cette histoire, elle est chargée de quelque chose. C'est un territoire qui est vraiment très particulier. Et donc voilà, le faisceau de tout ça m'a fait prendre intuitivement, hein, parce que moi j'ai pas un rapport intellectuel à l'écriture, c'est vraiment je suis une intuition dans laquelle j'ai foi, et puis je finis par arriver quelque part. Et ce que j'ai fait néanmoins, parce que j'étais tellement ému et choqué de ce que je trouvais comme matière qu'il fallait quand même que je l'intègre au texte. Donc j'ai reproduit des lettres dans le corps du roman. Donc la fiction se passe autour des lettres, et donc j'ai humanisé voilà, l'avant et l'après des lettres, en essayant un peu de retracer le fil de ce qu'elles mettaient en scène. Et puis à la fin, il me paraissait très important de couper court à la fiction, de ne pas faire croire que, en tout cas de donner l'intensité, ou en tout cas comment dirais-je, en fait, sans embâche, sans fioriture, de donner la réalité des documents que j'avais trouvés. Et donc il y a une partie, voilà, à la fin, il y a une annexe où je reproduis à la fois des comptes rendus de procès de suite à cette mutinerie, et puis une série de lettres sur l'histoire de la colonie pénitentiaire, avant et après, puisqu'elle a, voilà, elle a duré jusqu'en 1778, donc soit 12 ans après cette mutinerie qui a vu la mort de 14 enfants. On ne l'a pas fermée tout de suite, on l'a fermée 12 ans après. Et donc il y a aussi toute l'histoire de cette colonie après, et comment le fait que ce soit une institution privée, vouée à la rentabilité, dans lesquelles des personnes ont investi de l'argent, fait qu'on retarde, on ne fait que retarder la fermeture de cet endroit de mort. Et donc il y avait un jeu comme ça de système, de nouage, qui me paraissait important de transmettre. Ah oui, donc parce que donc j'ai dit une bêtise, parce qu'effectivement, mais ça veut dire que les lettres, même des colons, cher oncle, chère tante, Oui. bon, alors la lettre au préfet ou au procureur, toutes les lettres en sont Italie réelles, sont réelles, et tout à fait. Il y a une lettre en fait d'un enfant dans les archives du département du Var, c'est la seule, et en fait on l'a sauvée entre guillemets, si on peut utiliser ce terme, parce qu'elle est tellement triste, et elle alerte tellement sur une situation insoutenable qu'elle n'a jamais été envoyée aux parents ou à qui elle était destinée, et elle a été transférée à la préfecture en alertant d'un potentiel risque de suicide de la part du détenu, puisqu'il dit concrètement dans cette lettre, voilà, c'est un très jeune garçon, qu'il est tellement malheureux que voilà, je vais reprendre ces mots, qu'il va soit se tuer, soit il attend qu'on le tue. C'est ça la réalité de ces enfants-là qui ont 8, 9, 10, 11, 12, 13 jusqu'à 21 ans. Et donc voilà, ça fait partie des archives où c'était une évidence pour moi de les reproduire telles quelles dans le texte, sans les modifier, voilà, et de les donner à lire telles qu'elles sont. Ouais. oui, parce que comme ça arrive, il y a un autre passage en italique où c'est la mer. MER, Ah ouais. l'océan, enfin qui parle à Lucas, qui est aussi en italique. Moi, je m'étais dit que ces lettres étaient peut-être fictives, donc mauvaise interprétation de ma part, sorry. Non, c'est pas précisé. Hein. Je précise pour les annexes, mais c'est vrai que je précise pas pour les lettres qui sont dans le texte. Perrine, cette imbrication totale entre le peu d'archives et la création littéraire, j'allais dire, elle vous est courante désormais. Comment on dose ça parce que finalement, il y a des infos dans des textes qui sont hyper poétiques, hyper écrits. Et comment on dose ces infos très, très historiques, très archivistes On écrit 30 livres. Oui, madame. C'est vrai, je pense que c'est vraiment à force d'écrire avec les archives. Et là, en plus, je parle de 3 heures. Donc, il faut quand même resserrer beaucoup la narration pour que ces 3 heures, elles soient vécues par ceux et celles qui vont lire comme 3 heures et pas plus que ça. Je pouvais pas. Et en plus, il y a vraiment une rareté de l'archive là qui fait défaut pour pouvoir en utiliser plus. Mais je crois vraiment que c'est à force de travailler l'archive qu'elle est pour moi devenue de plus en plus un matériau poétique concret. De moins en moins j'ai envie de la montrer, même si je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'archive.
Vraiment, que ça soit une ancienne image, un entrefilet comme il y a dans Mutine ou une lettre. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un matériau qui est d'une émotion et d'une sensualité. Et puis c'est notre mémoire. Donc à partir de là, voilà, c'est notre bien commun. C'est absolument capital de pouvoir la montrer. Et comme on explique avec Simon Johannin, l'archive, elle semble datée, mais elle est un tel écho avec notre société contemporaine. C'est pour ça c'est important, à mes yeux en tout cas, de sans cesse rappeler quelle est notre mémoire. Et ça serait bien un jour d'apprendre du passé et puis de proposer autre chose. Voilà. Mais en tout cas, pour Mutine, c'est évidemment la rareté du matériau, et aussi parce qu'il y a cette brièveté des 3 heures, et enfin parce que selon le sujet, l'archive, elle arrive différemment dans l'écriture, et là, elle est arrivée comme ça. Et puis, il me semble qu'il y a une chose commune, et tout en étant différente chez vous deux, c'est que chez vous, Perrine, j'ai parlé de 3 chants, 3 monologues, Claudine, Berthe, Monel, et en même temps, à travers ces 3 chants, elles sont toutes là. Marie-Ange, Gisèle, Colette, Geneviève, Jeanne, Marthe et toutes les autres. Les mauvaises filles, dévergondées, maudites, debout, plein ciel, vivantes, visibles, enfants. Enfin, enfant, enfin, enfant. Et ce processus de prendre 3 voix pour qu'elles soient toutes là, chez Simon, vous répondrez d'abord, mais chez Simon, il y a la voix de Louis dans l'oreille de Lucas, et c'est pareil. Ils sont tous là derrière la voix de Louis. Et ce processus-là finalement de porte-voix, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une idée de porte-voix, une pour toutes les autres ou un pour tous les autres? Pardon, ce sont des enfants qui n'ont pas de nom. C'est des individus, des jeunes filles dont vous ne connaîtrez jamais l'identité. Comme a dit Simon, dans les archives, il y a la date d'entrée, le délit quand il y en a eu un, la date de sortie quand il y en a eu une, ou le suicide. Et puis voilà. Donc c'est des enfants, des jeunes filles dont vous ne connaîtrez jamais l'identité. C'est important avec l'écriture. On a ce pouvoir-là, ce pouvoir extraordinaire de pouvoir leur redonner un nom, leur donner une identité. Bon, il y en a 3 parce qu'il y a 3 heures, c'est très simple comme façon. Voilà, 3 heures, 3 jeunes filles. Bon, mais en même temps, oui, c'est vrai qu'elles portent la voix de toute la communauté qui est enfermée avec elles. Oui, c'est la même chose pour Louis. C'est cette idée qu'à travers lui, on entend aussi le destin des autres. En tout cas, qu'on par la singularité du tracé du chemin d'un individu, on comprend ce par quoi sont passés ces milieux d'enfants à une époque. Et par rapport à la citation que vous venez de faire, que je trouve très belle, en fait, pour moi, il y a cette idée depuis qui a changé. Qu'est-ce que ça aurait changé? C'est que maintenant, en fait, je ne conçois pas la minorité de la même manière. Je refuse même cette idée de minorité. Pour moi, en fait, on n'est pas un mineur, on est un enfant. Il y a cette idée vraiment qui est devenue très importante, de défendre cette notion de l'enfance, voilà, tant qu'on n'est pas juridiquement majeur. Parce que là, en fait, c'est un déni d'enfance continue. En fait, c'est ça l'un des principaux problèmes, en tout cas des choses qui m'ont vraiment choqué, c'est cette idée qu'en fait on vole le principe de l'enfance à des enfants, dans tout ce que ça contient, dans tout ce que ça contient d'apports que l'adulte doit faire, de besoins essentiels, de sécurité, de nourriture, d'éducation, d'hygiène, etc. Ça comporte aussi ce droit à l'innocence, ce droit au jeu, ce droit au développement, et ce déni comme ça des enfances par des institutions. C'est quelque chose qui comme ça qui m'a vraiment frappé, et voilà, quand j'entends enfant, il y a cette idée vraiment aussi, je pense que ces enfants, ils ont été aussi, c'est ça que je voulais rappeler, c'est que ces mutineries et ces révoltes, elles sont quasiment systématiques dans ces institutions, et je pense qu'on peut vraiment effectivement les entendre comme un cri de ces enfants pour revendiquer aussi leurs droits, et leurs droits contre les mauvais traitements, et leur droit à l'enfance, leur revendication, c'était aussi ça, d'être perçus tels qu'ils sont, quoi. En fait, vous montrez très bien, de façon différente, mais l'un comme l'autre, que tout mène à la mutinerie. Enfin, il ne peut pas y avoir
autre chose. Ça ne peut que mal se passer. Ouais. Ça peut que mal se... Enfin, tout est organisé pour la tragédie. Oui. C'est vraiment une scène parfaite pour pouvoir fomenter cette mutinerie. Enfin, il y a un tel besoin d'écarter les murs, d'abattre les murs, un tel besoin d'exister, de se montrer aussi, d'être visible, parce que quand on est enfermé là, on devient invisible, la société c'est terminé, elle ne vous voit plus, vous êtes vraiment éliminé, et pour longtemps, de la société, de la vie qui se passe derrière les murs. Donc tout est rassemblé pour que ça termine en mutinerie. Oui. Je voudrais vous faire lire un extrait chacun en miroir. Alors, Perrine, vous avez votre livre. Alors moi, j'ai les épreuves. Alors, je ne sais pas si c'est la même. Bon, page 5. Est-ce que vous liriez la page 53, Perrine? Je ne sais pas laquelle est-ce. Donc c'est Monel. Quelle est cette école dont la porte ne s'ouvre plus? Quelle est cette école où jamais l'on ne rit, ni parle, ni joue, ni apprend? Quelle est cette école du silence et de la honte? Quelle est cette école? Je pense en boucle, tout tourne dans ma tête, piétine, se tourne et retourne toujours mes pensées au point de départ. Quelle est cette école? Deux uniques occupations, des obligations, la buanderie et la lingerie, la couture et la buanderie, coudre et laver, laver et coudre, aller d'un lieu fermé à un autre, et tous les jours c'est ça, je tourne en rond, une année que je suis ici, une année se lever, enfiler l'uniforme austère, s'occuper sans lever les yeux, se taire, vivre replié sur soi dans la mortification, la monotonie. Quelle est cette école? Et vous, où avez-vous passé votre enfance? Dans quelle école? Comment sont les écoles chez vous? Toujours une école pour les riches, une autre pour les pauvres? Des écoles de désintégration, des écoles œillères, des écoles prisons, des prisons modèles? Je crois qu'on peut applaudir Perrine. Donc j'imagine que tu me vois arriver. Étrange est votre histoire de gamins sans attache que l'on voulait sauver de leurs mauvais instincts, que l'on enferma ensemble et fit crever de faim. Étrange cette sous-traitance de la gestion de vos corps à de riches propriétaires qui, indemnisés par l'État pour chaque enfant détenu, cherchaient à faire de vous des bataillons rentables. Le dortoir, la pelle, le règlement où tout est pesé, le pain et la viande, les anciens qui toisent les nouveaux, la forme des couteaux dans les poches que l'on a taillés discrètement à la forge à partir des cuillères du réfectoire. Les lits aux matelas déjà vieux, remplis de paille ou de buissons hachés, le trousseau, ses 3 chemises de toile et ses 2 pantalons, 2 blouses de coton bleu, 2 caleçons de futaine, les guêtres et les mouchoirs. Un béret pour l'hiver, un chapeau pour l'été, car on ne vient pas là le temps d'une seule saison. Le travail, au moins 10 heures par jour, le réveil dans la nuit, entre 4 et 5 heures, le dimanche pour la messe et pour l'ennui des vêpres, l'instruction quand on peut, puisqu'il faut faire tourner cette petite entreprise qui ne dit pas son nom et pour ceux qui rechignent leur nom au tableau noir dit des mauvais colons. Pour cela, l'interdiction des jeux, les amendes, la marche au pas accéléré, le piqué à genoux, l'absence de mots, de paroles au travail, à la chapelle, au réfectoire et dans son lit. Pour le reste, l'insubordination, l'amour ou les affronts aux gardiens dans cette terre du pire, les cellules et le cachot, le pain rassis et l'eau trouble jusqu'à 30 jours et plus, enfermés dans le noir, sans distraction, sans rien d'autre que cette main qui, une seule fois par jour, vous tend sans une parole de quoi ne pas mourir. Alors, quand l'une utilise les points d'interrogation, l'autre met des points finaux, mais il y a cette répétition, il y a cette domination, et il y a clairement cette exploitation, parce que finalement, il fallait que ces établissements, si ce n'est ne perdent pas d'argent, chez Simon, soient rentables. Oui, moi je crois que de toute façon, l'exploitation des personnes en situation carcérale, c'est pas quelque chose de fini, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est inhérent à l'histoire des prisons. Il y a des pays comme les États-Unis qui ont
organiser tout un système comme ça, vraiment diabolique, autour du travail en prison et du fait d'aménager les peines les plus longues possibles afin de rendre toute une population qui avant était exploitable à merci. Enfin, voilà, c'est des organisations comme ça mortifères qui sont extrêmement violentes. Et en ce qui concerne les colonies pénitentiaires, c'est écrit, hein, c'est dans le programme. Enfin, il n'y a rien de caché. On est censé leur apprendre un métier. C'est ça qu'on veut faire au début. Et puis, en fait, on se rend compte assez vite qu'un enfant qui rentre à 7 ans, sa force de travail, elle n'est pas développée tout de suite. Donc, il faut faire en sorte qu'il ne sorte pas non plus, qu'au moment où il est dans la force de l'adolescence, de la préadolescence, on puisse l'exploiter. Et il y a des paysages comme ça. Si vous connaissez un petit peu le Larzac, par exemple, les grands champs dépierrés, c'est ces enfants. Voilà, dans l'Aveyron, il y a beaucoup de colonies pénitentiaires, dont celle du Luc, où on a croisé, les enfants ont creusé des galeries fromagères, mais c'est énorme le travail qui a été abattu. Et ça a duré jusque dans les années 40. Donc l'exploitation, je ne sais pas quoi rajouter de plus à ça, c'est juste limpide en fait, quoi. C'est vraiment, tout est fait pour. Et puis pour ce qui concerne tes jeunes filles et le Bon Pasteur, moi, vous connaissez peut-être Albertine Sarrazin qui a été pensionnaire du Bon Pasteur. Elle parle de ça aussi, hein, dans ses livres, de la manière dont elle est systématiquement en train de coudre ou de laver des draps. C'est tout, il ne se passe rien d'autre. Non, il ne se passe rien d'autre. Avec leur petit tablier à carreaux bleus. Il y avait des jeunes filles qui arrivaient aussi, des très très jeunes filles enceintes, et l'enfant il naît là, et l'enfant il reste là. On a des photographies des pouponnières avec des gamines, avec leurs gamins, tout le monde en carreau bleu. C'est vraiment d'une violence. Ça veut dire que si ces jeunes femmes sont un jour libérées, l'enfant reste avec... Non, je pense qu'elles partent avec l'enfant. Voilà, mais ça peut... on est dans cet endroit et on grandit dans cet endroit. Perrine, je vous ai entendu dire que quand on écrit, on entend des voix. Et puis dans une interview donnée à Diacritique il y a quelques années, vous disiez « J'élève mes barricades de mots et construis de livre en livre des abris. Je suis la scribe. » Donc j'en déduis que vous êtes la scribe de ces voix. En fait, vous êtes Lucas. Parce que Simon, ce jeune homme contemporain, qu'entend les voix, qui va relater la souffrance, et ça le rend dingue, les voix qu'il entend. C'est aussi une métaphore de l'écriture, finalement. Enfin, ce que dit Perrine de façon très assumée, très posée, etc., vous jouez avec la création d'un personnage, mais finalement, j'imagine que ces voix et j'allais dire cette souffrance à la lecture des archives et des lettres et à imaginer la souffrance de ces mômes, finalement, vous l'avez détourné en créant ce personnage, ce narrateur. Oui, parce que je pense que j'ai encore... j'ai pas on va dire le même temps dans l'écriture, la même expérience, et donc peut-être que j'assume pas encore les choses de la même manière. Je reste encore sur une forme de trouble. C'est bien, c'est pas reproche, Simon. Non, mais je me refuse peut-être à moi-même encore la fatalité de ce constat, qui est qu'effectivement... C'est une joie, Simon, ce n'est pas une fatalité. Mais effectivement, oui, Lucas, il transcrit ça. C'est une forme, on peut le voir comme effectivement une forme de métaphore de la relation que j'ai avec ces archives. Le fait est qu'au-delà de ça, même si ce sont pour moi des voix silencieuses, en tout cas, je pense qu'on n'entend pas forcément nos voix de la même manière. Il y a quand même ce truc très surprenant avec l'écriture, qui est en tout cas tel que je la pratique, que je ne sais pas ce que je vais écrire avant de m'y mettre, et que je suis le premier surpris de la direction et de la forme que prennent les livres, qu'à partir du moment où on les écoute vraiment, on y accorde une certaine dose de foi, ils finissent par se faire un peu tout seuls et malgré nous. Et donc ça, ouais, c'est très très surprenant. J'ai un peu l'impression d'être un sourd qui entend des voix parce que je les entends pas de manière concrète, mais le fait est qu'il y a des voix qui tombent en moi et qui demandent à être traduites. Ça, ça peut paraître un peu délirant, mais à force d'expérience, on ne peut que faire ce constat, oui. Ça vous paraît aussi, pas du tout délirant? Ça peut paraître délirant. Si, je le disais aussi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile à entendre pour des personnes qui ne reçoivent pas ces voix-là. Mais finalement, oui, il se passe ça. Il se passe que
En particulier avec l'archive, je trouve, mais c'est aussi dans des textes dégagés de l'archive, vous partez d'un mystère et l'archive petit à petit va donner un corps à ce mystère, lui donner une vie, une date de naissance, des vêtements, la nourriture, voilà, il va vraiment l'incarner, ça va permettre d'incarner petit à petit ce personnage, et pour moi en tout cas, jusqu'au moment où j'entends leur voix, oui, où je sais comment elles parlent pour les filles, quand j'ai écrit sur Nijinsky, où je sais comment il parle et où je peux enfin, moi, me mettre à l'écriture, parce que je ne me mets pas à l'écriture avant de les avoir entendus, sinon je sais que je ne vais pas être assez juste. Donc oui, ça peut être troublant à entendre, mais enfin, moi je trouve que c'est une chance extraordinaire. Puis évidemment, je pense qu'il faut qu'on parle de votre écriture, de votre langue. Perrine, vous le revendiquez, hein, vous n'écrivez pas des histoires, vous écrivez une langue. Simon, vous l'avez jamais dit, mais je pense que ça vous colle bien aussi, enfin, ça vous va assez bien. Elles sont... j'ai dit pour Perrine, c'est toujours très hybride entre la narration et la poésie, ça a toujours été. Simon, je disais que d'habitude, il y avait des romans d'un côté, des recueils de poésie. Est-ce que là, c'est pas le livre où les deux, où il y a le plus de porosité entre les deux? Oui, si. D'abord parce que je pense que dans celui-là, la nature spirituelle du texte prend le pas sur la narration. C'est-à-dire que j'accorde un peu moins d'importance à l'histoire qui de toute façon est tracée par les événements de cette colonie pénitentiaire, donc j'ai pas à la chercher, je vais d'un point à l'autre, et dans l'écriture, quand on sait de quel point on va vers quel point, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment on va faire ce chemin, alors que dans les romans habituellement je sais pas du tout où je vais. Là je savais, j'avais le contexte, je savais qu'à un moment donné l'écriture allait s'arrêter parce que l'histoire est déjà finie quelque part. Et donc oui, et je voulais surtout, enfin je me suis posé la question de pourquoi j'avais besoin de faire ce livre. Elle était où la nécessité? Parce que c'est quand même... Parfois on est en contact avec une matière qui est tellement violente qu'il y a une question aussi de la déontologie, de la pudeur, d'une forme d'éthique à inventer pour faire les choses de la bonne manière. En tout cas, moi c'était quelque chose qui m'impressionnait beaucoup, puisque c'était la première fois que je me confrontais à des destins qui étaient pas directement les miens, ou en tout cas si éloignés, et en tout cas face auxquels je ne pouvais pas avoir de réponse, voilà, puisque ces enfants et les adultes, pour ceux qui sont devenus des adultes, étant tous morts depuis longtemps, voilà, je voulais quand même faire attention et trouver une espèce de cadre. Et ce qui s'est dégagé assez rapidement, c'est qu'au-delà du fait de raconter leur histoire, ce que je voulais comme principe actif du livre, c'était l'amour. Je voulais qu'à travers l'écriture, je rende une forme d'amour à ces enfants qui en ont manqué, tout simplement, et que à la lecture on puisse ressentir les émotions que moi j'avais ressenties en découvrant cette histoire, qui était une dose d'amour énorme pour ces enfants que je n'ai pas connu autrement qu'à travers ce que l'histoire a bien voulu laisser de leurs traces. Et pour ça, dans l'écriture, dans le style, dans la forme, c'est très vite dégagé quelque chose qui est pour moi de l'ordre d'une forme d'élégie ou de prière, comme ça, de chant, qui leur est adressé avec une rythmique qui s'est installée hier après la lecture. Il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Dis donc, je savais pas que tu écrivais en alexandrin ». Et moi, je dis « Moi non plus, j'ai pas compté les pieds ». Il se trouve que apparemment c'est une forme voilà, qui a fait ses preuves et sur laquelle on peut retomber de manière complètement instinctive. Et c'est vrai que voilà, je joue comme ça entre des formes qui seraient de prose très libre, et puis des fois des rythmiques comme ça qui sont assez cycliques, assez lancinantes, et qui incantatoires en fait quelque part. Voilà, parce que pour être entendu de l'invisible, faut un peu marteler les choses, sinon ça circule pas, quoi. L'invisible en soi comme l'invisible qui nous entoure, hein. Donc à la fois ce qui serait de l'ordre de ces enfants auxquels je m'adresse, et puis voilà une matière avec laquelle on travaille quand on écrit, qui est l'inconscient collectif aussi, dans lequel je pense qu'il faut essayer de faire pénétrer des choses comme ça pour qu'elles restent et qu'elles s'installent et qu'elles se diffusent ensuite, quoi. C'est un peu notre petit pouvoir. Perrine, incantatoire, rythme, j'en avais chopé 4 des mots et j'en ai plus que 2. Vous jouez effectivement beaucoup avec tout ça. Vous jouez aussi avec la typo. Enfin, chez Monel, il y a tous ces textes avec les
deux traits verticaux qui séparent les mots, il y a des blancs sur certaines pages je ne sais pas si vous voyez bien. Tout ça, ça jaillit et ça se travaille en même temps. Ça jaillit d'abord, je pense, parce que dans ma réflexion, c'était quand on est enfermé, quand on est adolescent, quand on est petit comme ça et qu'on est enfermé, je ne crois pas qu'on puisse avoir une pensée déliée, libre, longue. J'avais l'impression que les murs étaient cet obstacle qui empêchait à la langue de pouvoir, ou à la pensée, de pouvoir aller son chemin, son train. Donc j'ai décidé pour une des voies, pour Berthe, d'intégrer l'architecture carcérale dans sa propre écriture et donc d'utiliser ces barres qui sont autant les murs qu'un écho. C'est sans cesse comme si la voix lui revenait aux oreilles. Et puis pour Monel, il y a des trous comme il peut y avoir, parce que c'est tellement elle va de stupéfaction en stupéfaction quand même. Et donc ça troue sa propre pensée, ça empêche sa phrase d'aller jusqu'au bout et ça nous plonge, nous, lecteurs, en tout cas j'espère, lectrices, dans l'état psychologique dans lequel elles, au pluriel, pouvaient se trouver lorsqu'elles étaient enfermées dans ces endroits. Simon a dit faire rentrer l'amour. Effectivement, c'est l'amour ou la lumière, parfois les rires. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans vos deux livres, parce qu'avec des sujets aussi plombants, sérieux, enfin, et terribles, vous arrivez l'un comme l'autre à faire rentrer l'amour, les rires, la lumière. Est-ce que c'est parce que finalement c'est l'enfance et que l'enfant finit toujours par retrouver ça? Est-ce qu'on essaie de croire en ça ou non? Non, pas pour moi. Moi, c'est vraiment parce que je les aime. Je les aime tellement, ces gamines, que j'ai envie qu'elles rient, que j'ai pas envie d'en rajouter, même si on va avoir connaissance de ce qu'elles vivent. Mais j'ai envie d'abord qu'elles soient libres, cheveux au vent, et rire, et chant, et que ce silence soit brisé. C'est vraiment ça qui guide l'écriture de Mutine, c'est l'amour que je leur porte et mon désir principal, c'est qu'elle soit heureuse, même si ça dure que 3 heures. Je me trompe, ce n'est pas un chant. Oh, donnez-moi les mots pour dire ce qui naît de nos cœurs, de nos voix. Donnez-moi le mot libre, le mot qui chante, qui roule, qui roncoule, qui explose, se prend dans le ciel, s'éprend de nous, de chacune de nous, etc. Donnez-moi le mot libre. Vous aussi, c'est parce que vous les aimez? Oui, alors je peux évidemment qu'abonder à ce que dit Perrine. Évidemment, il y a cette chose-là où je pense que quand et ça, il y a vraiment une communauté, j'ai l'impression, des personnes, des auteurs, autrices, historiens, historiennes qui se sont penchés sur ces questions-là, où il y a quelque chose qui nous pénètre de tellement puissant, dont on peut plus défaire ensuite. D'un coup, il y a une forme je sais pas, de responsabilité d'adulte peut-être, ou en tout cas d'amour, il n'y a pas d'autre mot, qui jaillit et qui naît, et ça devient comme un principe qui anime toute l'écriture. Et donc évidemment, on a envie de leur rendre un peu de la joie. Moi, c'était aussi nourri de certaines archives que j'ai pu trouver à travers les motifs de punition, en fait, qui parlent beaucoup des jeux. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc les bulletins de punition, c'est terrible parce qu'à la fois c'est très joli, c'est écrit à la main, à la plume, à l'ancienne, avec des beaux traits tirés, et puis vous avez les motifs de punition et des punitions. Et donc, ça va être à péter pendant la classe, à péter pendant la messe, à faire rire ses camarades, à porter une cravate interdite. C'est baigné au moment des heures de l'atelier. Donc c'est plein de choses comme ça, plein de jaillissements comme ça de vitalité dans cet univers qui est absolument terrible, qui transparaissent aussi, qui racontent un petit peu la réalité de sa colonie uniquement à travers les punitions qu'ont subies les enfants. Et donc c'était important pour moi de parler plus à un moment donné aussi
cette vitalité-là, de ces élans comme ça, d'humour et de joie qui sont propres à ces enfants, que de trop appuyer sur ce qu'ils ont subi. Je pense que la violence, elle est tellement terrible que c'est important de la nommer, c'est important de la regarder en face, c'est important de ne pas tergiverser avec, mais c'est important en même temps de pas trop en faire, de rester dans une forme de pudeur et de délicatesse vis-à-vis de ça, enfin, de trouver comme ça une forme d'équilibre où à la fois on n'est pas du tout dans le déni et on refuse ce déni collectif dans lequel on nous propose d'avancer, et où en même temps il ne faut pas rentrer dans un rapport pornographique à cette violence-là. Donc il y a une espèce d'équilibre comme ça à trouver. Ce sera le mot de la fin, parce que moi j'ai la violence de dire que c'est fini et qu'on est arrivé au bout de l'heure. Je disais à Simon juste avant qu'on démarre que c'était compliqué pour moi cette rencontre, tellement c'est, je sais pas, il y a une implication du corps pour le lecteur et la lectrice, et une telle émotion et une telle beauté de la langue. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Lisez Mutine de Perrine Lequerec et Le fin chemin des anges, lecture d'autant plus indispensable à l'heure où une loi veut durcir le traitement des jeunes mis en cause par la justice et où certains voudraient juger les enfants comme des adultes. Un grand merci à vous, Perrine et Simon. Thank you.